Ils incarnaient l'amour idéal et l'harmonie parfaite entre la vie et la musique, au point que toute la France croyait à leur bonheur éternel. Personne ne l'a vu venir. Le véritable drame de leur mariage ne tient ni au scandale ni à la trahison, mais à un silence prolongé, invisible et destructeur. Et si l'histoire la plus douloureuse de leur couple n'avait, en réalité, jamais été racontée? France Gall et Michel Berger ne formaient pas seulement un couple célèbre. Ils représentaient une idée collective, presque nationale, de l'amour réussi. À travers eux, la France projetait un rêve rassurant. Celui d'une union durable dans un milieu réputé instable. Celui d'un lien où la création artistique ne détruit pas l'intime, mais le sublime. Dans l'imaginaire public, leurs deux prénoms semblaient indissociables. Les citer séparément paraissait presque incomplet. Ensemble, ils incarnaient l'amour, la fidélité et la création commune. Une alliance rare entre sentiment et travail. Une promesse que l'art pouvait unir sans consumer. Leur histoire rassurait parce qu'elle semblait simple, lisible, presque exemplaire. Leur succès musical renforce cette image. Les chansons traversent les générations. Elles parlent de tendresse, de résistance, d'espoir, de choix intérieurs. Elles donnent le sentiment d'une cohérence parfaite entre les mots chantés et la vie vécue. Le public ne doute pas. Il reconnaît dans leur voix une sincérité qui semble évidente. La musique devient la preuve de l'amour. À cela s'ajoute l'image d'une famille stable. 2 enfants. Une vie protégée des excès habituels du show business. Peu d'apparitions tapageuses. Peu de confidences personnelles. Une discrétion interprétée comme de l'élégance. Leur tenue renforce encore le mythe. Plus ils parlent peu, plus on les imagine solides. Dans un paysage médiatique friand de ruptures, de drames et de scandales, ils apparaissent comme une exception. Une anomalie heureuse. Beaucoup y voient la démonstration qu'un amour durable reste possible, même sous les projecteurs. Pour ceux qui ont grandi avec leur musique, ils deviennent un repère émotionnel. Une certitude à laquelle se raccrocher. Cette image ne naît pas par hasard. Elle est construite, entretenue, protégée. Pas par mensonge frontal, mais par sélection. Ce qui est montré l'est avec soin. Ce qui dérange reste hors champ. Le couple ne dément jamais cette vision idéalisée. Il ne la confirme pas non plus explicitement. Il la laisse vivre. Le silence devient un allié puissant. Les médias jouent leur rôle. Ils racontent l'histoire qu'ils ont envie de raconter. Celle d'un couple exemplaire. Celle d'un équilibre rare entre vie privée et réussite publique. Chaque apparition commune renforce le récit. Chaque sourire partagé devient un symbole. Chaque album commun ou indirectement lié à leur histoire nourrit l'illusion d'une harmonie parfaite. Avec le temps, ce récit dépasse le simple cadre de leur relation. Il devient un mythe collectif. Un modèle. Une référence implicite. On ne parle plus seulement d'eux. On parle de ce qu'ils représentent. Le couple idéal. L'amour fidèle. La création partagée sans conflit apparent. Dans ce contexte, toute fissure devient impensable. Toute fragilité semble incompatible avec l'image construite. Le mythe a besoin de continuité. Il ne supporte ni les nuances ni les zones grises. Alors il se nourrit de silence. Il repose sur ce qui n'est pas dit autant que sur ce qui est montré. C'est précisément cette construction qui rendra la suite si douloureuse. Car plus un mythe est élevé, plus sa chute est vertigineuse. Et plus il est entretenu longtemps, plus le prix du silence devient lourd pour ceux qui le portent. France Gall grandit trop vite. L'enfance est courte, comprimée par l'exigence, la discipline et le regard des adultes. L'affection se fait rare. Les émotions ne s'expriment pas. Très tôt, elle comprend que l'amour se mérite et que l'image compte plus que ce que l'on ressent. Cette rigueur forge une apparence solide, mais laisse une fragilité profonde, silencieuse, durable. La célébrité arrive alors qu'elle n'a pas encore les outils pour la comprendre. Révélée adolescente, projetée sur les scènes et les plateaux, elle devient un visage, une voix, un symbole. Le public applaudit sans se demander qui se cache derrière cette image lisse. Elle chante des textes qu'elle ne comprend pas toujours. Des chansons à double sens, écrites par des adultes, interprétées par une jeune fille encore naïve. Plus tard, elle parlera d'un malaise diffus, d'un sentiment d'exposition, presque de dépossession. L'Eurovision marque un tournant. La victoire la rend célèbre dans toute l'Europe, mais elle enferme aussi France Gall dans un rôle qu'elle n'a pas choisi. Elle devient la jeune fille sage, souriante, légère. Cette image lui colle à la peau. Elle sent les regards changer. Elle perçoit les sous-entendus, les rires, les jugements. Elle découvre que le succès peut humilier autant qu'il élève. Cette prise de conscience est brutale. Elle laisse une trace durable. Peu à peu,
France Gall développe une méfiance envers le regard public. Elle se sent utilisée, réduite à une silhouette, à une projection collective. On parle d'elle sans l'écouter vraiment. On décide pour elle. Elle apprend à se taire. À sourire même quand elle ne comprend pas. À avancer sans protester. Cette adaptation devient un mécanisme de survie. Elle protège, mais elle isole. C'est dans cet état intérieur que Michel Berger entre dans sa vie. Michel Berger n'est pas seulement un compositeur talentueux. Il est un homme attentif, à l'écoute, capable de percevoir ce que France Gall ne dit pas. Avec lui, elle ne se sent pas regardée comme un objet, mais entendue comme une personne. Il lui parle de musique autrement. Il écrit pour elle des textes plus mûrs, plus profonds, qui résonnent avec ce qu'elle ressent enfin. Cette rencontre agit comme une réparation. Michel Berger lui rend une dignité artistique qu'elle croyait perdue. Il la sort du rôle de jeune idole. Il lui offre un langage. Pour la première fois, elle chante des mots qui lui ressemblent. Des chansons qui parlent de choix, de force intérieure, de résistance douce. Le public découvre une autre France Gall. Plus grave. Plus incarnée. Plus vraie. Sur le plan intime, Michel devient un refuge. Il rassure. Il structure. Il semble comprendre ses blessures sans qu'elle ait besoin de les exposer. France Gall a le sentiment d'être enfin protégée. Protégée du regard moqueur. Protégée des malentendus. Protégée du monde. Avec lui, elle croit pouvoir déposer ses armes. Cette croyance est essentielle pour elle. Elle n'entre pas dans cette relation par naïveté, mais par besoin vital de sécurité. Elle confond protection et silence partagé. Elle interprète la retenue comme une forme de respect. Elle pense que l'amour véritable ne fait pas de bruit. Elle accepte de ne pas tout dire. Elle a appris depuis longtemps que parler peut coûter cher. Cette fragilité ancienne ne disparaît pas avec l'amour. Elle se transforme. Elle se dissimule derrière la réussite artistique et la stabilité apparente. France Gall devient une femme admirée, mais intérieurement vulnérable. Elle reste hypersensible. Elle porte encore les traces de ses débuts. La peur d'être mal comprise. La peur d'être exposée. La peur de perdre ce qui la protège. Avec Michel Berger, elle croit avoir trouvé un abri définitif. Elle pense que cet homme saura toujours la préserver de ce qui l'a blessée autrefois. Elle ignore encore que certaines protections reposent sur des équilibres fragiles. Et que le silence, lorsqu'il devient une règle, finit parfois par ouvrir les blessures qu'il devait refermer. France Gall et Michel Berger se marient loin des caméras, dans une discrétion presque volontaire, au milieu des années 1976. Ce choix nourrit l'idée d'un amour préservé, protégé du tumulte médiatique. Le public y voit une élégance, une pudeur rare. Le couple se place d'emblée à distance du spectaculaire. Cette distance deviendra une habitude. Les succès s'enchaînent. Les albums marquent leur époque. Les tournées remplissent les salles. Les chansons s'installent durablement dans la mémoire collective. À l'extérieur, tout semble fluide, cohérent, maîtrisé. À l'intérieur, la vie se resserre. Les murs protègent, mais ils enferment aussi. Le cercle familial se referme progressivement. Les confidences deviennent rares. Les mots se font plus prudents. France Gall aspire à une stabilité émotionnelle simple. Elle cherche une présence constante, une forme de continuité affective. Elle a besoin de sentir que l'équilibre intime tient, même quand le monde extérieur s'agite. La réussite ne la rassure pas. Elle ne compense pas les manques silencieux. Elle attend une attention calme, régulière, presque invisible. Michel Berger vit autrement la pression. Il se jette dans le travail. Il multiplie les projets. Il cherche la perfection, l'exigence, le contrôle. Créer devient une manière de tenir debout. L'activité sert de refuge. Le mouvement empêche l'arrêt. Là où France cherche à ralentir, il accélère. Là où elle voudrait déposer, il construit encore. Ce décalage ne produit pas de conflits ouverts. Il s'installe doucement. Il n'y a pas de dispute spectaculaire. Pas de cris. Pas de porte qui claque. Pas de trahison visible. Rien qui attire l'attention. La fragilité ne se manifeste pas par des ruptures, mais par des absences. Des soirées écourtées. Des conversations interrompues. Des regards qui se croisent sans se rencontrer vraiment. Une présence physique sans disponibilité intérieure. La solitude s'installe à deux. Elle n'est pas bruyante. Elle ne s'impose pas. Elle se glisse dans les interstices du quotidien. France Gall ressent parfois une distance difficile à nommer. Une impression de décalage. Elle hésite à la formuler. Elle se demande si elle n'exagère pas.
Elle culpabilise. Comment douter quand tout semble fonctionner à l'extérieur? Le couple continue d'apparaître uni. Les interviews renforcent cette impression. On les interroge sur leur complicité, sur leur équilibre, sur leurs secrets. Les réponses sont mesurées. Jamais intimes. Toujours élégantes. Cette tenue rassure le public. Elle conforte le récit dominant. Le mythe se consolide à mesure que la parole se raréfie. France Gall comprend très tôt que parler pourrait fragiliser bien plus que son couple. Elle sait que certaines vérités ont un coût élevé. Elle a appris, dès l'adolescence, que s'exprimer peut exposer, déformer, blesser. Elle choisit donc le silence comme stratégie. Se taire pour protéger. Protéger l'image. Protéger l'équilibre. Protéger les enfants. Protéger aussi l'homme qu'elle aime. Ce silence n'est pas une soumission. C'est une décision consciente. Elle observe. Elle encaisse. Elle espère que le temps apaisera les tensions. Que l'amour reprendra naturellement sa place. Elle pense que les périodes de retrait sont normales. Qu'elles font partie de la durée. Elle s'adapte. Elle ajuste ses attentes. Elle minimise ses propres besoins. Michel Berger, de son côté, porte un poids croissant. Les responsabilités s'accumulent. Les attentes aussi. Il assume sans se plaindre. Il parle peu de ses doutes. Il garde pour lui ses fatigues. Cette tenue est perçue comme de la force. Elle est aussi une barrière. Les deux se protègent mutuellement sans le savoir, en se taisant. Avec les années, le silence devient une règle implicite. Il structure la relation. Il évite les confrontations, mais il empêche les ajustements. Les fragilités restent en suspens. Elles ne disparaissent pas. Elles se déposent. Elles attendent. Le couple tient, mais il tient par compression. Par tenue. Par omission. Ce mariage solide en apparence repose sur un équilibre fragile. Il n'est pas menacé par un événement précis, mais par une accumulation de non-dits. Par une fatigue diffuse. Par une distance émotionnelle acceptée comme normale. France Gall continue de se taire, convaincue que protéger, c'est parfois renoncer à dire. Elle ignore encore que ce choix, répété jour après jour, finira par peser plus lourd que n'importe quel scandale. France Gall apprend que sa fille Pauline est atteinte de mucoviscidose. La maladie s'impose comme une présence constante, irrévocable. Le quotidien change de rythme. Les soins, l'essoufflement, les hospitalisations structurent désormais le temps. La peur devient permanente. Elle ne surgit pas par crise. Elle s'installe. Elle accompagne chaque respiration, chaque nuit, chaque silence. La scène, les succès, les obligations publiques perdent leur importance. La maternité prend toute la place. Une maternité absolue, vigilante, tendue, sans relâche. France Gall se retire progressivement du monde. Le regard extérieur devient secondaire. Les apparitions se raréfient. Les priorités se resserrent autour de l'enfant malade. Elle protège, elle anticipe, elle contrôle ses émotions. Elle refuse de céder à la panique. Elle apprend à vivre avec l'angoisse sans la montrer. Le silence devient une armure. Parler ferait craquer l'équilibre fragile qu'elle tente de maintenir. Elle choisit la retenue comme on choisit de respirer lentement pour ne pas s'effondrer. La maladie transforme son rapport au temps. L'avenir se fragmente. Chaque progrès est fragile. Chaque amélioration reste provisoire. Elle vit dans l'attente et l'inquiétude. Elle observe Pauline avec une attention constante. Elle devine les signes avant qu'ils n'apparaissent. Cette vigilance extrême isole. Elle réduit l'espace intérieur. Elle laisse peu de place au reste. La femme s'efface derrière la mère. L'artiste se tait. L'épouse retient ses besoins. Michel Berger affronte la même épreuve autrement. Il aime sa fille profondément. La douleur est réelle. Mais son mode de survie passe par l'action. Il travaille davantage. Il multiplie les projets. Il s'engage sans relâche. Créer devient une manière de tenir à distance l'angoisse. Produire, organiser, avancer lui permet de ne pas s'arrêter. L'immobilité serait trop dangereuse. Elle laisserait la peur s'imposer. Cette fuite par l'activité n'est pas un abandon. Elle est une tentative de contrôle. Michel Berger croit que rester debout, actif, utile est une forme de protection. Il pense tenir pour tous. Il accumule les responsabilités. Il assume sans se plaindre. Il parle peu de ce qu'il ressent. Il garde pour lui la fatigue, l'inquiétude, la pression. Cette tenue est perçue comme de la force. Elle crée aussi une distance. Les deux parents affrontent la même épreuve, mais pas dans la même direction. France Gall cherche la présence,
l'arrêt, l'attention constante. Michel Berger accélère, s'éparpille, s'absorbe dans le travail. Le décalage s'accentue. Il n'explose pas. Il s'étire. Il s'installe dans le quotidien. Les moments partagés existent encore, mais ils sont chargés. Les silences se prolongent. Les échanges deviennent fonctionnels. Chacun protège l'autre en taisant ce qui fait mal. La maladie impose un poids émotionnel considérable. France Gall a parfois le sentiment de le porter seule. Elle n'accuse pas. Elle comprend que Michel souffre aussi. Elle sent pourtant qu'ils ne traversent pas la tempête côte à côte. Ils rament dans le même bateau, mais chacun regarde un horizon différent. Cette sensation crée une solitude particulière. Une solitude coupable, car comment se plaindre quand l'essentiel est de sauver son enfant? À l'extérieur, rien ne transparaît. Le couple reste digne. Les apparitions publiques montrent une unité calme. La France admire leur courage sans connaître l'ampleur de ce qu'ils vivent. Cette admiration renforce le silence. Elle rend toute parole impossible. Dire la vérité exposerait Pauline. Elle briserait une image rassurante. France Gall veille à ce que le monde ne pénètre pas dans cette intimité fragile. Le silence devient plus lourd. Il n'est plus seulement protecteur. Il commence à isoler. Les peurs ne sont plus partagées. Elles s'accumulent. Elles s'enfouissent. France Gall n'exprime plus sa fatigue. Elle ne dit pas sa peur de perdre. Elle garde pour elle les nuits blanches, les pensées obsédantes, les scénarios redoutés. Elle croit que se taire est le prix à payer pour préserver l'équilibre familial. Michel Berger, de son côté, s'épuise. La pression ne retombe jamais. Les projets s'enchaînent. Les attentes augmentent. Il donne l'impression de tout gérer. Il ne demande pas d'aide. Cette posture rassure à l'extérieur. Elle inquiète à l'intérieur. Le corps encaisse ce que les mots ne disent pas. La tension devient chronique. Dans ces années, des proches perçoivent un changement. France Gall paraît plus grave, plus distante, moins spontanée. Michel Berger semble sous pression constante. Rien n'est formulé clairement. Chacun avance comme il peut. Le couple tient, mais il tient par tenue. La maladie de Pauline ne détruit pas l'amour. Elle révèle ce que chacun est capable d'affronter, et surtout la manière différente dont chacun survit à la peur. Le silence, autrefois choisi, devient une contrainte. Il protège encore l'image publique. Il protège les enfants. Il protège l'instant présent. Il fragilise aussi la relation. Le poids partagé ne circule plus. Il s'alourdit. Il s'installe au centre du couple. Invisible. Omnipresent. Michel Berger meurt brutalement un jour d'été, au début du mois d'août 1992. La chaleur est lourde, écrasante. Il se trouve dans la villa familiale, à Ramatuelle. Malgré la fatigue, malgré les signes accumulés depuis des semaines, il décide de jouer au tennis. Un geste banal. Presque anodin. Personne n'imagine que ce moment ordinaire sera le dernier. Dès les premières minutes, quelque chose ne va pas. Une douleur violente à la poitrine. Un essoufflement inhabituel. Une pâleur visible. Les témoins comprennent que le malaise est sérieux. Michel Esserit. Il s'assoit. Les signaux sont clairs. Ils sont alarmants. Pourtant, il minimise. Il parle de chaleur. De fatigue passagere. Il rassure. Il banalise. Cette attitude n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans une logique ancienne. Ne pas inquiéter. Ne pas ralentir. Continuer. Depuis plusieurs semaines, Michel Berger ressent des douleurs thoraciques. Un épuisement persistant. Un souffle plus court. Il sait que quelque chose ne va pas. Il consulte. Des examens sont réalisés. Un traitement est prescrit. Un traitement cardiaque. Il est au courant. D'autres le sont aussi. Mais pas sa femme. Pas France Gall. Après le match, Michel prend un bain. Quelques minutes plus tard, une seconde crise survient. Cette fois, elle est fatale. Les secours sont appelés. Trop tard. Le cœur s'arrête. Les tentatives de réanimation échouent. La mort est constatée sur place. Pour France Gall, le monde s'effondre sans avertissement. La sidération est totale. Elle perd son mari, le père de ses enfants, son partenaire artistique, l'homme autour duquel s'était construite une grande partie de sa vie. Dans les jours qui suivent, elle vit dans un état de choc. Elle croit à une fatalité, à un destin brutal, à une tragédie imprévisible. La douleur est immense, mais elle reste simple dans son esprit. Michel est mort soudainement. Rien n'aurait pu être fait. Cette certitude l'aide à tenir. Elle lui permet de ne pas sombrer immédiatement.
Puis vient la découverte. En rangeant la maison, France Gall tombe sur des boîtes de médicaments. Des médicaments cardiaques. Prescrits depuis des mois. À peine entamés. Certains totalement intacts. Ils ont été prescrits par le père de Michel Berger lui-même, médecin reconnu, parfaitement conscient de la fragilité cardiaque de son fils. À cet instant, quelque chose bascule. France comprend que Michel savait. Qu'il était suivi. Qu'un risque existait. Elle comprend aussi qu'elle n'a jamais été informée. Qu'elle n'a jamais eu la possibilité d'agir. Elle n'a pas pu alerter. Elle n'a pas pu imposer le repos. Elle n'a pas pu appeler les secours plus tôt. La douleur change de nature. À la tristesse s'ajoute la colère. À l'absence s'ajoute le vertige du si seulement. Cette révélation devient une blessure durable. Elle ne se referme pas. Elle s'installe. France Gall se reproche de ne pas avoir insisté. Elle se demande si Michel serait encore en vie si elle avait su. Ce sentiment d'impuissance la hante. Le silence, encore une fois, a tout emporté avec lui. Mais ce n'est pas tout. À mesure que les semaines passent, d'autres éléments émergent. Des détails isolés. Des conversations rapportées. Des documents. Des incohérences. Un puzzle commence à se former. Michel Berger ne portait pas seulement un secret médical. Il portait une autre vie. Selon plusieurs témoignages recueillis plus tard par des proches et des biographes, Michel entretenait depuis de nombreux mois une relation sentimentale avec une autre femme. Une relation discrète, soigneusement dissimulée. Elle aurait commencé lors de déplacements professionnels à l'étranger. Ce qui débute comme une collaboration artistique se transforme progressivement en relation intime. Michel continue de vivre avec France Gall. Ils partagent le quotidien familial. Les apparitions publiques. Les projets communs. En parallèle, il nourrit une réalité cachée. Une échappatoire. Une possibilité d'ailleurs. Cette vie parallèle ne se limite pas à une liaison. Elle s'accompagne de démarches concrètes. Des recherches immobilières à l'étranger. Des prises de renseignements sur des écoles bilingues pour les enfants. Des discussions sur la répartition du catalogue musical. Des projets de départ. Des décisions lourdes, prises seules. Sans en informer France Gall. Sans lui laisser la moindre place dans ses réflexions. Pour France, ces révélations constituent un second choc. Peut-être plus violent encore que le premier. Il ne s'agit plus seulement de la mort. Il s'agit d'une exclusion. Elle réalise que Michel envisageait un avenir sans elle. Qu'il préparait une autre vie pendant qu'elle se consacrait entièrement à leur fille malade et à la protection du foyer. Des proches affirmeront plus tard qu'elle avait des soupçons. Qu'elle avait interrogé Michel. Qu'elle n'avait jamais obtenu de réponse claire. Face à la maladie de Pauline, face à la fragilité de l'équilibre familial, elle avait choisi de ne pas insister. Encore une fois, le silence comme protection. Ce qui la détruit le plus n'est pas l'existence d'une autre femme. Ce n'est pas la trahison sentimentale. C'est d'avoir été tenue à l'écart des décisions vitales. Décisions médicales. Décisions émotionnelles. Décisions logistiques. Michel Berger avait commencé à se détacher, sans lui dire qu'elle n'en faisait plus partie. Cette prise de conscience marque France Gall durablement. Elle continue de défendre l'œuvre de Michel. Elle protège son héritage. Elle parle de lui avec respect. Elle ne révèle rien publiquement. Elle se retire progressivement. Derrière cette dignité, une question ne cesse de la hanter. Michel l'a-t-il protégé en se taisant, ou s'est-il protégé lui-même en l'excluant? La mort de Michel Berger n'apparaît plus comme un simple accident. Elle devient le point final d'une série de silences. Silences medicox. Silences emotionals. Silences conjugos. Le drame ne réside pas seulement dans l'infidélité ou dans la disparition brutale. Il réside dans l'impossibilité d'avoir agi. Dans l'exclusion des décisions essentielles. Dans cette vérité que France Gall devra désormais porter seule. France Gall choisit de ne rien révéler. Pas par faiblesse. Par nécessité. Dire la vérité aurait exposé ses enfants à une violence médiatique incontrôlable. Cela aurait détruit l'image de leur père. Cela aurait fissuré un mythe collectif auquel des millions de personnes étaient attachées. Elle comprend très vite que parler aurait un coût immense. Alors elle se tait pour protéger. Protéger les enfants. Protéger la mémoire. Protéger aussi sa propre capacité à tenir debout. Ce silence devient un choix de survie psychologique. France Gall sait que nommer précisément les trahisons, les décisions cachées, les traitements médicaux dissimulés rendraient la douleur irréversible. Tant que les mots ne sont pas prononcés, la réalité reste supportable. Dire serait figer. Dire serait rendre définitif.
Elle préfère porter seule ce qu'elle sait plutôt que de provoquer un effondrement public. Elle termine la tournée malgré la douleur. Elle monte sur scène. Elle chante les mots écrits par l'homme qui lui a caché l'essentiel. Chaque chanson devient une épreuve intime. Chaque note réveille l'absence. Mais elle tient. Renoncer serait une autre forme de disparition. Elle continue parce que la musique reste le dernier lien vivant avec ce qu'ils ont construit ensemble. La vie ne s'apaise pas. Elle s'acharne. France Gall est atteinte d'un cancer. Elle se bat. Elle survit. Le corps encaisse encore ce que l'esprit tente de contenir. Puis survient le coup le plus brutal. Pauline meurt, emportée par la mucoviscidose. La maternité absolue se termine dans une perte définitive. À partir de là, quelque chose se brise irrévocablement. France Gall se retire presque totalement de la vie publique. Les interviews cessent. Les apparitions deviennent rares. Le monde extérieur n'a plus de place. Elle n'a plus rien à défendre. Plus rien à prouver. Elle vit dans une forme de retrait silencieux. Ce retrait n'est pas une fuite. C'est un refuge. Le seul possible. Dans l'intimité, les questions persistent. Elles ne disparaissent jamais. Des proches rapporteront plus tard qu'elle revenait souvent sur les derniers mois de Michel Berger. Sur ce qu'il savait. Sur ce qu'il n'a pas dit. Sur les médicaments retrouvés intacts à quelques mètres d'elle. Ce détail la hante plus que tout le reste. Plus que l'infidélité. Plus que les projets de départ. Parce que ce silence lui a retiré la possibilité d'agir. Avec les années, France Gall accepte de laisser filtrer quelques mots. Jamais frontalement. Jamais pour accuser. Elle évoque une distance émotionnelle. Un homme déjà ailleurs. Une fatigue profonde. Elle laisse entendre qu'une autre vie se préparait sans elle. Puis elle s'arrête. Comme si aller plus loin serait franchir un point de non-retour. Son dernier grand projet artistique sonne comme un adieu. Un hommage à l'œuvre commune. Une manière de transformer la douleur en transmission. Derrière ce geste, beaucoup verront une femme qui a résisté toute sa vie. Aux humiliations. Aux pertes. Au silence imposé. Aux vérités tues. France Gall meurt au début de l'année 2018. Les hommages célèbrent son talent, sa douceur, son élégance. Peu évoquent ce qu'elle a porté seule pendant des décennies. Elle n'a jamais écrit de mémoire. Elle n'a jamais livré toute la vérité. Elle a seulement laissé une trace essentielle. Michel Berger n'est pas mort seulement d'un arrêt cardiaque. Il est mort entouré de silence. Silences médicaux. Silences conjugaux. Silence protecteur devenu destructeur. Reste une question qui ne trouve pas de réponse définitive. Le silence fut-il un ultime acte d'amour? Ou une prison que France Gall s'est imposée pour survivre?